Avec son magnifique château, aujourd'hui en ruine, son castrum, village médiéval, et son imposante tour carrée du XIIe siècle, Chaluçay fut l'un des ensembles fortifiés les plus importants du Limousin. Un endroit qui témoigne bien de l'incroyable richesse patrimoniale de notre région en ce qui concerne les châteaux. Au programme, aujourd'hui, nous irons à Gavaudan, dans le Lot-et-Garonne, une machine à remonter le temps investie parfois par des passionnés du Moyen-Âge. Nous irons ensuite admirer le château d'Oiron, dans les Deux-Sèvres. Édifié à partir du XVIe siècle, il abrite aujourd'hui une splendide collection d'art contemporain. Certains de nos châteaux racontent l'histoire de France. C'est le cas à Biron, qui fut le fief durant plus de 800 ans de l'une des familles les plus importantes de notre pays. Enfin, nous irons nous régaler à Beinac, en Périgord, où les forteresses poussent comme des champignons, cap sur la Nouvelle-Aquitaine, de châteaux en châteaux. Nous commençons notre découverte des plus beaux châteaux de Nouvelle-Aquitaine, dans le Lot-et-Garonne, en mettant le cap sur un château hors du commun, Gavaudan. Cette forteresse contrôlait jadis l'axe principal de communication entre la Genée et le Périgord. En compagnie de Jean Dufort, passionné de l'époque médiévale, fondateur de la Compagnie des Mortepeilles, Éric s'apprête à remonter les couloirs du temps. C'est un château, Jean, que tu connais bien, je crois. Ici, c'est le coin dans le département que je trouve le plus beau. On a un château qui est vraiment très particulier, qui est ultra sauvage, qui est sur ce qu'on appelle un POG, c'est-à-dire il est vraiment sur un piton. C'est un château qui a été fait pour protéger la vallée et sûrement aussi pour des péages. C'est vraiment lié à l'histoire de la vallée de Gavaudan. Donc là, on est juste à l'entrée. On est juste à l'entrée. On va découvrir la montée, qui est spectaculaire et sportive. Oh là. Tu me mets l'eau à la bouche, je te suis. Allez, on y va. Tu passes en premier? Allez. Pour que tu découvres. Ah oui, comme ça, s'il y a un gars qui m'attend, c'est moi qui prends le coup. Ah ouais, carrément. Mais là, on est dans une grotte. Tu vois, ça ruisselle, c'est vraiment... Carrément. Avant, il n'y avait pas du tout d'escalier, il y avait une échelle qui était ensuite enlevée pour quand il y avait une attaque ou pour être protégé. C'est extrêmement violent à regarder, on a vraiment l'impression d'y être. Oui. En fait, c'est pas de la chorégraphie, c'est pas préparé, c'est vraiment du combat à l'instinct. Ils se battent réellement. Alors c'est quoi l'objectif? C'est d'être au plus proche de la réalité? Alors l'objectif, c'est d'être au plus proche de la réalité. Vraiment de se battre, d'être dans ce que pouvait être l'esprit d'un combattant à l'époque médiévale. Ah, bravo! Allez, attention, je roule. Très impressionnant, je peux vous assurer. Merci. Et je vois quand même l'état dans lequel vous finissez, c'est extrêmement physique tout ça. Oui. Oui, effectivement, on a beaucoup de poids. On est très enfermé, donc il faut énormément de cardio. Et du coup, ça fait des combats courts mais intenses. C'est quoi? C'est comme un sprint? Ah ouais, c'est exactement ça, oui.
Gamin, on a tous quand même un peu rêvé de jouer au chevalier en imaginant que la princesse était en haut du donjon. Il y a un peu de ça quand même. Et il y a un peu du fait de devenir un grand chevalier, de taper sur les gens en armure. Là, on a 3 grands enfants. Voilà. Ouais, c'est l'impression que j'avais quand même. Hein. Très clairement. On ne compte pas les aficionados de reconstitution historique en Nouvelle-Aquitaine. Tous ont en commun le désir de partager cette passion avec le grand public, de faire découvrir des savoir-faire, comme Cyril, forgeron, qui a créé cet atelier itinérant où il travaille comme au Moyen-Âge. Salut Cyril. Bonjour Eric. Si je comprends bien, tu es celui sans lequel beaucoup d'objets qui servent aux démonstrations n'existeraient pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je suis en train de faire une pointe de flèche, ou plutôt une pointe pour un carreau d'arbalète. Ah, c'est le terme, carreau d'arbalète, c'est la pointe en fait. Non, le carreau, c'est l'ensemble. C'est la pointe et le fût. D'accord. Le fût, c'est le morceau de bois. Voilà. Là, on est à peu près à 800-900 degrés. Alors moi, j'apprécie le geste parce que tu tapes de façon très précise et la forme est réellement en train de se faire là sous mes yeux, quoi. Tout à fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc le dicton dit vrai alors. Voilà. Hop, on va la tremper. C'est chaud, je peux toucher? Non, ça va. C'est mouillé, c'est ça. Là, c'est... Alors je vois des tas d'objets, voilà, des aumes. T'as fabriqué tout ça? J'ai fabriqué tout ça. Mais alors par exemple, là, je vois la cotte de maille. Ça se fait comment? Ça se tricote pas comme de la laine? Pas tout à fait. Avec des pinces. Ça nécessite combien de temps de travail? Un mois de travail à peu près. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, de venir rejoindre la compagnie et présenter ces techniques utilisées au Moyen-Âge? En fait, c'est pour retrouver tout simplement les sources, le geste ancestral, qui quelque part n'a pas évolué. Bon, maintenant, on a des machines, on a des marteaux-pilons, on a des filières mécaniques, etc. Mais le geste en lui-même du forgeron est toujours le même. À t'entendre, on comprend que nos sociétés modernes sont un peu prétentieuses et imagine pas que le savoir-faire, il est là depuis bien longtemps. Tout à fait, mais petit à petit, j'ai l'impression que les gens reviennent aux fondamentaux et ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère y contribuer un maximum. Tu y contribues, je te confirme, parce qu'alors, qu'est-ce que j'apprends comme chose aujourd'hui, c'est fabuleux. Merci. Merci à toi, Cyril. Merci. Direction la Dordogne, à la découverte de l'une des pièces maîtresses du patrimoine de Nouvelle-Aquitaine, le château de Biron. Situé à 60 km au sud-ouest de Sarlat, cet édifice impose sa silhouette dans le paysage et envoie un message de puissance depuis plus de 1000 ans à ceux qui parcourent ce territoire aux confins du Périgord et de la Genée. Aujourd'hui, comme hier, Biron est un château réellement impressionnant, monumental. Oui, c'est ça, il est monumental. Il conjugue à lui tout seul 14 édifices et c'est l'un des plus grands châteaux du sud-ouest de la France. Et on aime dire aussi qu'il est couronné d'1 hectare de toiture, ce qui est quand même pas rien. C'est énorme. Qu'est-ce qui explique qu'on ait un château aussi important sur ce territoire? Ça, c'est une famille qui va s'installer ici. Il y a presque 1000 ans, les Gontaut-Biron, qui s'installent ici. Alors cette famille, elle va exploiter surtout les terres ici, le minerai de fer. Elle va énormément s'enrichir. Et ils vont avoir un vrai pouvoir politique auprès des rois de France. Ils vont avoir les plus grands titres honorifiques. Ils vont devenir les maréchaux, ducs, barons. Enfin, c'est une famille qui est vraiment inscrite dans l'histoire de France. Donc là, on est quand même dans le Saint des Saints, c'est la cour d'honneur du château, là où vit le seigneur de Biron, enfin les seigneurs de Biron. Et c'est surtout un immense livre d'histoire qui conjugue presque 800 ans de savoir-faire, de construction. C'est-à-dire quand on a l'œil d'expert comme toi, on peut reconnaître les siècles sur les différentes façades. Oui, comment? Tout le monde peut s'amuser un peu à regarder. On peut deviner ici un mur plus ancien, c'est le mur médiéval, avec la première porte du premier château fort. Puis on avance ici, alors sur la fin du Moyen-Âge, le XIVe siècle, pour ce logis, la Renaissance, avec les grandes baies, les grandes fenêtres, on fait rentrer la lumière et là on veut vraiment se montrer le pouvoir de la famille. Puis arrive ensuite le XVIIIe siècle,
Bon, bah alors là, on ouvre encore plus grand les fenêtres, on fait de grandes galeries et les jardins aussi tout autour du château vont vraiment prendre de plus en plus de place dans le paysage. Aide-moi à comprendre le rôle que joue ce château pour la famille Gontaubiron. Ce château, c'est un peu leur légitimité du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis presque 800 ans, donc ils doivent imposer leur pouvoir dans le paysage. On ouvre cette galerie comme un théâtre avec son jardin en décor et on en impose clairement dans le paysage. On va transformer cette nature pour montrer qu'on est encore plus grand que la nature. Au XXe siècle, la famille se sépare du château. Le mobilier et les sculptures sont vendus, la forteresse se dégrade. Compte tenu de l'importance historique et architecturale du site, le département de la Dordogne décide de l'acheter en 1978. D'importantes sommes vont être investies pour le sauver de la ruine. Mission accomplie, on peut désormais lancer des programmes de restauration plus pointus, comme celui supervisé par Ludovic Pisano. Nous rentrons dans une salle un peu particulière dans laquelle le public n'avait pas accès et qui vient d'être restaurée récemment, c'est-à-dire qu'on a fini les travaux il y a quelques jours, et qui présente un décor peint sur les voûtes qui est extraordinaire. Pourquoi ces peintures sont si intéressantes, Ludovic? Alors, elles sont intéressantes pour l'histoire du château parce que toutes les archives du château ont brûlé et donc on n'a pas beaucoup d'informations. C'est à travers l'analyse des décors que l'on restitue en fait l'histoire du lieu. Et le programme qu'on a mis en place ici, c'est à la fois la conservation de ces décors, mais en même temps l'analyse des traces et notamment des fantômes de peinture qui se trouvent dans cette zone-là pour faire une restitution ensuite. C'est-à-dire que là, on peut retrouver la peinture d'origine. Il y a encore les traces dans ce fantôme, entre guillemets, de peinture. Mais absolument, puisque en fait, c'est quasiment le même programme que l'on a d'un côté et de l'autre, sauf que les personnages ont changé, sauf que la fonction a changé. Ici, on a les armoiries des Biron, alors que là, on avait les armoiries du mariage de Jean Gontaut avec Renée Anne de Bonneval, qui nous donne la date de quand est-ce qu'ont été faites les peintures. Alors du coup, elle date précisément de quand? Dans la période 1524-1547. La sauvegarde des peintures et l'aménagement des écuries ont mobilisé 300 000 €. Parfois, les sommes sont plus importantes, comme dans le pavillon Henri IV et le château des Maréchaux. Il a fallu plus de 2 millions d'euros pour restaurer le bâtiment et l'aménager pour qu'il puisse recevoir des expositions d'art contemporain. Des coûts importants pour le Conseil départemental de la Dordogne, qui est aujourd'hui propriétaire de 7 monuments historiques, un record en France. D'un strict point de vue économique, est-ce qu'on a une idée de retour sur ces investissements? Toute l'activité de remise en état, de restauration, comme l'activité de valorisation d'un bien patrimonial comme ici, a une incidence économique sur tout un secteur. Donc, ce qui compte pour un département, c'est justement cette activité économique sur ce territoire pour qu'on puisse continuer à y vivre. Ne serait-ce que ça, quand même, c'est un élément important. Au-delà de l'aspect économique, est-ce qu'il y a pour toi une dimension politique, sociale, à la conservation du patrimoine? Alors je n'utiliserai pas ces deux mots-là, je dirais qu'il y a quand même une dimension symbolique. Et cette dimension symbolique, c'est l'étymologie du mot monument. Et monument, qui vient d'un dérivé d'un verbe qui est monere, veut dire se rappeler, se remémorer, faire qu'on se souvienne. Donc c'est pas rien parce qu'à travers cette symbolique, ce qui se joue, c'est le vivre ensemble en même temps et c'est la compréhension donc, de d'où on vient. Donc le patrimoine a cette caractéristique d'être une fonction symbolique qui garantit l'identité. Les Deux-Sèvres, un département situé tout au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une zone historiquement importante à la frontière du Poitou, de la Touraine et de l'Anjou. C'est cette proximité avec les pays de la Loire qui explique la présence ici d'une merveille de la Renaissance, le château de Voiron. Ce château s'impose dès le premier regard, Karine, par son esthétisme, sa majesté, qui fait dire qu'il
son commanditaire devait être un personnage important. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. C'est un château que l'on peut percevoir de loin quand on arrive et on sent la majestuosité du lieu et on se doute bien que le premier propriétaire a eu quand même très envie de montrer qu'il appartenait à une grande famille. C'était la famille Gouffier. Et le premier propriétaire est Guillaume. De son premier château, il reste très peu de choses aujourd'hui, mais en revanche, on a plus de choses de Claude Gouffier, qui était collectionneur, homme de lettres, un personnage extrêmement important et qui a été, entre autres, grand écuyer. Là, je vois derrière vous cette galerie avec des arcs de cintre absolument incroyables. Ce sont ces deux œuvres d'art. Oui, c'est une galerie magnifique. C'est la galerie XVIe siècle. C'est la partie la plus ancienne du château. Et c'est sûr que cette galerie-là fait partie des plus belles galeries. Au XVIIIe et XIXe siècle, les coûts d'entretien et le désintérêt des différents propriétaires sont fatals au château proche de la ruine. Classé monument historique, Voiron devient propriété de l'État en 1941. Après-guerre, on lance les premières opérations de sauvegarde pour restaurer ce bijou de la Renaissance, notamment une exceptionnelle galerie peinte réalisée en 1550. C'est une galerie qui a été réalisée pour la déambulation, la contemplation. Elle fait quelle longueur d'ailleurs? Elle fait plus de 50 mètres. C'est rare quand même une salle de peinture aussi importante. Oui, c'est une des plus grandes au niveau architectural. J'imagine que là encore, Claude Gouffier qui a fait réaliser cette grande galerie, il veut dire quelque chose, il invite les gens à quoi? À même voir sa culture à lui? Oui, il met en avant cette connaissance en fait au travers de thèmes mythologiques, au travers des représentations de toute la symbolique de la mythologie. On a des épisodes d'Énée représentés, également des épisodes de la guerre de Troie. Et après, il y a énormément de citations. C'est un homme cultivé, amateur d'art. Il avait une importante collection. Il avait une collection extrêmement importante. On y retrouve notamment le tableau de Jean Lebon qui est au Louvre aujourd'hui, un tableau de Raphaël. C'était vraiment un des plus grands collectionneurs de son temps. Le château est sauvé, mais désespérément vide. Que faire pour le rendre attractif? On décide alors de jouer la carte de l'originalité en demandant à des artistes contemporains de créer des œuvres spécialement pour ce lieu. Je vois cette licorne là et ça me pose question. Est-ce qu'il y a une ligne directrice qui a été donnée aux 70 artistes qui exposent aujourd'hui ici? Oui, la ligne directrice donnée à ces artistes, c'est la thématique librement inspirée des cabinets de curiosité, avec une collection, du coup, la collection permanente s'appelle Curios et Mirabilia, qui veut dire curiosité et merveille. Alors explique-moi ce qu'étaient les cabinets de curiosité au XVIe et XVIIe siècle. Alors on sait que dans des cabinets de curiosité, on rassemble différentes choses, qui soient du règne animal, du règne végétal ou des objets artistiques. Mais du coup, on montrait aussi quelquefois des choses qui étaient complètement curieuses, comme une corne de licorne, quand les seigneurs pensaient que la licorne existait encore. Comme d'avoir aussi quelquefois des faussaires réaliser des faux animaux. Je ne sais pas si tu as aperçu les petits monstres de Thomas Grunfeld. En fait, c'est des petits montages. Vous avez par exemple un monstre qui est réalisé avec une tête de chevreuil, un corps de lapin. Ce qui est intéressant, c'est que là, on revient un peu à l'une des fonctions de l'artiste, c'est de nous interpeller, parce que vrai, faux, manipulation génétique, montage d'un faussaire, c'est la question sur la fake news. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en fait, la question aussi de la collection Curiosité et Merveille est de placer on va dire, le visiteur comme un acteur et pas comme un simple spectateur de ce qu'il voit. Quel télescopage, ce plafond peint 17e, et puis alors ces sculptures un peu bizarres, des prothèses, des armures, des têtes de mort, des masques à gaz, c'est détonnant quoi. Détonnant et révélant. Ici, vous êtes dans la salle d'armes du château de Voiron. Dans une salle d'armes, logiquement, il y a des portraits d'hommes en armure, des scènes de combat. Souvent, c'est le seigneur qui se fait représenter aussi sur ces scènes de combat, bien à l'abri dans sa demeure. On reconstitue des scènes, des grottes, il se met en scène et on le peint. Là, Daniel Spoeri utilise des objets du XXe siècle et des objets du peuple, puisque c'est le peuple qui va à la guerre.
Du coup, c'est pour ça que je pense que le résultat est détonnant, parce que du coup, vous vous retrouvez avec des sculptures en 3 dimensions qui viennent vous interpeller directement. Ici, on surplombe la plaine de Montcontour, dans laquelle il y a eu le plus grand combat de catholiques et de protestants en 1560, avec 40 000 hommes, 10 000 morts. Vous voyez, ces corps en morceaux viennent regarder cette plaine. Ce château qui nous parvient aujourd'hui, qui est ouvert à la visite par le Centre des Monuments Nationaux, il a 500 ans d'existence. Il a pu être restauré grâce à l'art contemporain, qui est aussi notre patrimoine. Le Périgord est un territoire riche d'histoire et de châteaux. Sur quelques kilomètres le long de la rivière Dordogne, chaque méandre offre un nouveau tableau, une nouvelle occasion de s'extasier. Et lorsque l'on atteint la forteresse de Beynac, on se surprend à chercher les mots. Que ce château est impressionnant, Michel. On ne voudrait pas être à la place d'un soldat qui, au Moyen-Âge, partait à l'assaut, cette forteresse. Mais cette forteresse est imprenable. D'ailleurs, elle n'a jamais été prise. Et chaque fois que j'arrive ici, je suis tout à fait impressionné par la puissance de ces murs. Ils ont hissé les pierres à la force des bras. Il faut s'imaginer qu'on est au début du Moyen-Âge. Ces murs-là n'ont pas 1000 ans, mais presque 1000 ans. En plus, on doit ce château à une grande famille, la famille de Beynac, qui est l'une des plus importantes en France, qui a marqué de son sceau l'histoire de France, on peut dire. La famille de Beynac fait partie de ces grandes familles françaises. Adhémar de Beynac, le deuxième du nom, est mort en croisade. Voilà, c'est vraiment l'histoire de France qui défile devant ces pierres. L'histoire de France, on peut le dire, parce qu'en ligne de mire, juste en face, on a le château de Castelnau. C'est quoi, c'est le rival de toujours? Ah, c'est le rival de toujours, c'est l'autre forteresse. Et alors, ils étaient rivaux déjà durant la guerre de 100 ans. Alors ici, on était du côté français, n'est-ce pas? Richard Cœur de Lion est venu ici, il a dit ici c'est la France. Et de l'autre côté, les gens de Castelnau, les Castelnau, n'est-ce pas, ont choisi les Anglais. Et cette concurrence, cette compétition dure toujours sur le plan touristique. 2 très jolies forteresses magnifiquement restaurées. Il faut quand même préciser, 1001 châteaux, ça colle à ce Périgord, c'est devenu un slogan, mais t'es quasiment à l'origine de cette formule, toi. Alors moi j'ai été publicitaire dans une autre vie, n'est-ce pas? Et la baronne de Bastard, qui était propriétaire du château de Hautefort, un jour avait voulu faire la promotion touristique des châteaux du Périgord, et nous avions trouvé ensemble cette formule, les 1001 châteaux du Périgord. Alors en vrai, tu les as comptés ou pas? Il y a plus de 1000 châteaux en Périgord. Ah, quand même! Ah, il y en a plus, on croit qu'on en a compté 1200. Il faut dire que Beynac, il est quand même très impressionnant. Vu du ciel, au-dessus comme ça de la rivière, c'est sublime. C'est l'archétype de la forteresse moyenâgeuse. Placé comme il est placé, un pic de 150 mètres. C'est fou, on a le vertige. C'est le vertige de l'histoire ici. Tiens, en parlant de vertige, on pourrait aller voir là-haut ce que ça donne, parce que la vue doit être pas mal. Oh, c'est une des plus jolies vues du monde. Je suis chauvin, mais tu vas voir, je t'y conduis. Ce n'était pas une promesse de Gascon. Le point de vue est réellement sublime. C'est vraiment ce qu'on appelle un haut lieu. D'abord parce qu'on est à plus de 150 mètres au-dessus de la rivière et on est en face d'un des paysages, de mon point de vue, c'est le cas de le dire, le plus tendre du monde. Et pourquoi ce paysage est aussi tendre? Parce qu'il est humanisé. Il y a des millénaires qu'ici, l'homme façonne la nature. Et je trouve que l'homme et la nature, ici, ont eu la main très heureuse. Et c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait toujours des cultivateurs. Parce que ce qui fait le charme des paysages périgourdins, c'est cette humanité qui s'en dégage. Un beau paysage rend quiconque artiste. Alors tiens, artiste, tu peux le dire, parce que juste en face de nous, il y a également les jardins de Marquessac. Alors ça, c'est une folie inspirée de l'Italie. Il y a 150 000 pieds de buis taillés, l'artopierre, enfin voilà, des sculptures végétales. On sent qu'il y a une osmose, en fait, entre l'environnement et les lieux créés par l'homme, comme tu le dis. On est dans un environnement totalement façonné
par la main de l'homme, et pourtant tout paraît très, très naturel. Et ça fait partie du génie, de la beauté des paysages du Périgord. On associe souvent le Périgord avec l'expression art de vivre. C'est joli, art de vivre. Vivre peut être un art. Absolument, c'est un art, je parlais tout à l'heure d'artiste justement, je pense que le paysage, l'environnement participent du bonheur de vivre. On vit plus heureux dans un beau paysage et je crois qu'on vit plus facilement heureux dans un paysage comme celui que nous avons sous les yeux. Je crois que le bonheur est plus facile en Périgord. Alors, on va m'accuser de chauvinisme, mais je crois que c'est un peu vrai. C'est peut-être pas le paradis, mais je crois que c'est la dernière étape avant le paradis ici. Let's make this polyphonic.